Bonjour tout le monde, bienvenue encore une fois aujourd'hui à une autre conférence CRUGM Midi. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir à notre conférence le professeur Baucher. Le docteur Baucher, il est titulaire d'un diplôme de docteur en médecine à l'Université Saint-Étienne de France depuis 1999. Et il a complété une spécialité en neurologie et médecine interne et gériatrie dans la même université. Il est aussi titulaire d'un master en neuropsychologie et d'un doctorat en motricité humaine et handicap de l'Université Saint-Étienne en France. Depuis 2016, le Dr Baucher il est le directeur du Centre d'excellence sur la longévité du réseau Université intégrée de santé et de services sociaux. Et de 2015 à 2020, le Dr Baucher a été professeur titulaire de gériatrie à l'Université McGill et titulaire de chaire Dr Joseph Kaufman en médecine gériatrique à la faculté de médecine Université de McGill. Et aussi, il était médecin et chercheur à l'Institut Lady Davis pour la recherche médicale à l'hôpital général juif. Depuis septembre 2020, le docteur Baucher, il est professeur titulaire à l'Université Montréal, faculté de médecine, médecin à l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal, ici, et il est directeur de laboratoire au centre de recherche de l'UGM. Aujourd'hui, le docteur Baucher nous parlera de ses résultats sur les changements volumétriques de l'hippocampe, le déclin cognitif précoce et la variabilité de la marche. Professeur Baucher, c'est à vous. Merci pour cette introduction. Donc aujourd'hui, j'ai finalement décidé de vous parler d'un sujet que je connais bien et qui va porter autour des interactions cognition et motricité, sujet que je porte depuis tout début de ma carrière de chercheur et de médecin au final, en s'intéressant à une problématique particulière qui date de quelques années maintenant. Le temps va très très vite autour de ces relations entre la morphologie cérébrale, le déclin cognitif précoce et une anomalie clinique qu'on n'attendait pas il y a longtemps, il n'y a pas si longtemps que ça, pouvant entrer en relation avec ces anomalies morphologiques et cognitives, qui est l'anomalie de la marche ou des performances de la marche, et un certain aspect de l'anomalie des performances de la marche, en posant la question, y a-t-il une association? Attention, je ne parle pas de relation de causalité. Je dis, est-ce que ces éléments peuvent être associés? Et c'est toujours la même chose quand on s'intéresse à ces problématiques dans le champ du vieillissement. Est-ce que c'est une association fortuite parce qu'on a une forte prévalence de ces signes ou de ces syndromes cliniques, ou est-ce qu'on peut percevoir une relation de causalité? C'est le premier niveau. Le deuxième niveau, après, qu'est-ce qu'on peut en faire? Et ça, c'est le clinicien, médecin, gériatre que je suis. Une fois qu'on a dit ça, comment ça peut nous être utile dans notre quotidien pour améliorer la prise en charge des patients? Et ça, c'est un peu mon moteur de fonctionnement et de recherche. Alors, qu'est pas ça? Parfait. Alors, je n'ai pas de conflit d'intérêt financier relationnel avec quelques institutions, que ce soit en dehors, bien sûr, des institutions de recherche et de financement, et notamment dans le cas des principaux résultats que je vais présenter, dans le cas d'un financement, un équivalent français d'un IRSC concrètement, ou d'un financement d'un FRQS obtenu en France il y a bien longtemps. J'ai même pour habitude de dire un chercheur ou un expert sans conflit d'intérêt est un expert sans intérêt. On a tous au moins un conflit d'intérêt qui est un conflit d'intérêt scientifique dans sa thématique de recherche. Une fois qu'on a dit ça, ça veut dire que probablement, je vais perdre de l'objectivité sans m'en rendre compte quand je vais présenter les faits. De plus, connaissant ma personnalité, j'ai tendance toujours à accentuer le trait, à majorer pour marquer les esprits des gens et ne pas faire une présentation de manière assez plate. Donc, probablement que je vais vous présenter ma vision des choses, qui, je l'espère, sera le plus objectif possible, mais quoi qu'il arrive, sera ma vision. Donc, attention, danger. J'ai probablement ce conflit d'intérêt d'ordre scientifique dans la manière dont je vais vous présenter les choses. L'objectif de cette présentation, c'est tenter d'examiner, de comprendre la relation qui va exister entre un volume de l'hippocampe, un déclin cognitif précoce, et puis une anomalie de la marche, une instabilité, une variabilité de la marche. Pour ça,
on va dire que j'ai distingué 3 sous-objectifs pédagogiques. C'est bien d'écrire et expliquer pourquoi l'intérêt d'une telle association en termes d'études, donc de l'interaction finalement entre la cognition et la motricité, à des stades précoces d'altération cognitive. On parle bien sûr de toutes les pathologies démentielles, au premier rang desquelles on va penser à la maladie d'Alzheimer, première cause de démence et maladie neurodégénérative. D'essayer, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de comprendre s'il peut y avoir un intérêt clinique. Et là, très clairement, quand on dit ça et on s'intéresse au stade précoce d'une maladie neurodégénérative, c'est d'essayer d'aller repérer, de cribler, de mieux identifier dans une population des individus à risque de développer la maladie. On est dans une stratégie de parcours de soins. Je vois dans une population générale des gens qui ont une plainte particulière. J'associe ces 2 plaintes, on va dire, cognitive et puis vitesse de marche, par exemple. Et puis, ça me permet de screener ces gens comme étant un peu plus à risque pour les envoyer en consultation mémoire, pour après déclencher des batteries de tests spécifiques et faire finalement des diagnostics le plus tôt possible. Vous savez, vous connaissez tous l'adage, c'est repérer le bon patient, celui qui a l'anomalie, le plus tôt possible dans le processus de la maladie, pour l'envoyer au bon endroit et vu par la bonne personne. OK, une fois qu'on a dit ça, c'est joli, mais c'est très compliqué de le faire et de l'appliquer en pratique. Et puis, bien sûr, étudier cette relation, c'est aussi s'intéresser à voir comment est-ce qu'on peut, de manière pragmatique, mêler clinique et recherche clinique de manière efficiente. Alors, pourquoi aller étudier cette association? On sait que les désordres moteurs sont une des caractéristiques des gens qui sont touchés par des syndromes démentiels. Et je dis bien syndrome démentiel. Trouble neurocognitif majeur. J'ai la chance aujourd'hui d'avoir assez de bouteilles et d'avoir vu une évolution d'une terminologie au fil du temps, depuis plus de 30 ans aujourd'hui, et je ne suis pas tout à fait satisfait de la terminologie actuelle qui veut effacer le mot de démence. Pour moi, la démence n'a rien de péjoratif, c'est un syndrome clinique. Il y a des profils qui sont reliés à ces syndromes. On parlait avant des démences de type Alzheimer, après on a parlé de maladie Alzheimer, ça fait la confusion des gens. La maladie, c'est quoi? Il y a une maladie, on peut être non dément et puis déjà avoir la maladie dans sa tête. Enfin, la terminologie, je pense personnellement qu'on est aujourd'hui, est très confusante. Moi, je vais parler de démence dans ma présentation parce que c'est beaucoup plus simple, c'est une approche clinique. Démence étant un syndrome démentiel, une association de signes cliniques, tout simplement sans préjugés sur les étiologies. Donc, les troubles moteurs, en général, sont souvent associés à des gens qui présentent des syndromes démentiels. Ça, c'est un fait. Deuxième fait, ces troubles moteurs sont surtout présents lorsque l'évolution de la maladie est avérée à un stade modéré et ou sévère. Pas présent le plus souvent au début de la maladie quand on regarde les choses d'un point de vue clinique. Et quand on regarde des gens qui ont des syndromes démentiels à un stade modéré à sévère, on retrouve des gens qui ont des sémiologies dites extra-pyramidales, marche parkinsonienne, rigidité crantée, et tremblement d'un membre et des désordres de la marche évidents. Ces troubles sont reliés à des anomalies morphologiques neurodégénératives auxquelles viennent s'associer des problématiques ischémiques chez les sujets âgés. Et c'est souvent un mélange entre une atteinte neurodégénérative de zones très particulières et ischémiques, telles que les ganglions de la base, le cérébellum et les aires corticales motrices primaires. Dans tout ça, on s'est finalement rendu assez vite compte qu'il n'y avait pas que ça et qu'il y avait un désordre très particulier qui était les désordres de la marche qui pouvaient être décrits à un stade finalement relativement précoce de la maladie. Et je cite toujours le même papier de Marie-Louise Allan, publié en 2005. Wow, quand on dit ça, on a pris un coup de vieux terrible, et qui était un papier extrêmement simple et extrêmement important qui a bien posé la problématique de la prévalence, de l'existence de troubles de la marche chez des gens ayant une démence, et c'est des gens venant consulter dans l'équivalent d'une consultation mémoire. Puis elle a fait des choses très simples, elle a dit on va regarder avec un test clinique très simple si des gens sont qualifiés avec un trouble ou pas de la marche.
de souvenir, c'était une analyse de type Tinetti de la marche et de l'équilibre. Donc, un score objectif, clinique, avec ses yeux. Et puis, on mesurait les gens, présent, pas présent. Et puis, bien sûr, on associait en fonction de la catégorie de la démence, de son étiologie, puis de sa sévérité. Bah, c'est les gens qui venaient consulter, donc des gens qui venaient dans une consultation mémoire. C'est-à-dire que les contrôles, les dits normaux, où on retrouvait 7% de troubles de la marche, c'est des gens qui avaient une plainte cognitive, on est bien d'accord, mais qui étaient considérés comme non déments ou sans troubles, sans altération significative des performances cognitives. Donc 7% des gens. Probablement que là, et ce n'est pas décrit dans le papier, on a des sujets avec des syndromes subjectifs de la cognition. Deuxième grande catégorie d'individus, les gens avec une maladie d'Alzheimer, 25% de la population, et dans 25% des cas, un trouble de la motricité, et puis une gradation par rapport à ce test clinique objectif de la prévalence des troubles de la marche en fonction de la sévérité de la maladie. Pas au début, un tiers à un stade avéré et 50% des gens qui ont un trouble sévère. 75% des gens ayant une maladie à Cordet-Lévy avaient des troubles locomoteurs, bien sûr. Une gradation encore avec la sévérité, mais avec des chiffres beaucoup plus importants que les gens Alzheimer. Et puis, après, démence vasculaire, démence parkinsonienne. Là, on gagne quasiment à tous les coups, entre 80 et 90% avaient une anomalie à ce test clinique de la marche et de l'équilibre, sans gradation en fonction de la sévérité. C'était présent et pas de possibilité de gradation. Donc déjà, première information extrêmement clinique, les troubles de la marche sont finalement extrêmement fréquents, extrêmement prévalents chez des gens présentant des syndromes avérés démentiels, quelle qu'en soit l'étiologie au final. Mais aussi présents, c'est des gens qui sont non déments. Alors après, il y a eu toute une littérature qui a été faite. Et puis, il y a quelques années, on s'était amusé à faire une méta-analyse en disant, quand on a un trouble de la marche, est-ce que ce trouble de la marche va nous permettre de déterminer s'il y a un risque plus grand de développer un syndrome démentiel avec le temps? Et la réponse de la méta-analyse a été oui. Il y a cette association avec le temps, avec dans ce cas un hazard ratio 1,5. Alors d'un point de vue clinique, ce n'est pas si formidable que ça, mais d'un point de vue statistique, ça l'est. Ou des gens présentant une altération de la marche, et le plus souvent une anomalie de la vitesse de marche qui est une diminution de la vitesse de marche, sont des gens qui vont faire des syndromes démentiels plus fréquemment avec le temps. Bon, ça c'est une information très intéressante. Cette information a tellement été intéressante que un de mes collègues qui travaille à New York, qui s'appelle Joe Verghese, qui est un neurologue gériatre, et moi on va dire je suis un gériatre neurologue, et Joe a décrit, il y a maintenant, je crois que le papier, c'est 2013, voilà, un nouveau syndrome clinique qu'il a appelé le Motoric Cognitive Risk Syndrome, qui associe en fait une plainte subjective de la mémoire sans syndrome démentiel. Donc, ces gens qui ont un MCR, peut-être, on peut y inclure des gens qui ont des MCI, des troubles neurocognitifs mineurs, plus une diminution de la vitesse de marche étalonnée par rapport à une référence d'un groupe inférieure à une déviation standard de la moyenne du groupe par rapport à un âge et un sexe. Donc, il construit un syndrome, puis il dit, voilà, si je prends ces gens, je les qualifie avec ce syndrome clinique, ce Motoric Cognitive Risk Syndrome, ce MCR, est-ce que ces gens vont faire une démence avec le temps? Ces gens qui, au départ, bien sûr, ne sont pas déments. Et là, oui, très clairement, il l'écrit pour la première fois dans un papier dans le Journal of Gerontology Medical Science, une association très forte, démence au sens large du terme, un risque, un hazard ratio multiplié par 3. Puis si on regarde les démences vasculaires, là, c'est quasiment 13 fois plus de risques. Que le modèle, finalement, soit ajusté ou pas, on est à 3 versus 2, à 13 versus 11. Donc, une très forte association. Puis après, Joe s'amuse à regarder dans toutes les cohortes qui existent aux États-Unis et en Italie, est-ce qu'on a la même association? Et là, exactement pareil. Il retrouve cette forte association avec ce syndrome. Et là, ça devient très intéressant parce que ce syndrome, il est extrêmement simple à quantifier cliniquement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que au cours des décennies passées, des 2 décennies passées, on s'est beaucoup intéressé à aller identifier et valider des biomarqueurs d'un
précoce d'une maladie ou d'un diagnostic de maladie d'Alzheimer ou autre forme de démence. Quand on dit biomarqueur, c'est de la neuroimagerie, c'est des tests sanguins, c'est bien sûr de la ponction lombaire. Et l'émergence de ce champ de recherche et de ces biomarqueurs a été très utile pour la compréhension de la maladie. On espère l'émergence d'une thérapeutique un peu plus curative que symptomatique. Ça fait bien longtemps que je fréquente les congrès de neurologie et depuis que je suis un jeune interne, et je parle des années 95-96, j'entends toujours la même chose dans les congrès, on va bientôt y arriver. 95-96, on est en 2021 hein, et il n'y a toujours rien de bien sérieux à l'horizon en termes de thérapeutique curative. Mais ça nous a permis de mieux comprendre la maladie, notamment la maladie d'Alzheimer, et que, par contre, l'utilisation de ces biomarqueurs se heurte quand même à une problématique majeure, qui est que ça prend du temps, que ça demande un support technique, que ça peut coûter cher, et ça ne peut ne se faire que dans une catégorie d'endroits qu'on va appeler les cliniques de la mémoire, finalement, parce que ça requiert des staffs, des compétences particulières et un support technique particulier. Ça veut dire que pas tout le monde va être évalué et qu'il faut envoyer dans ces centres spécifiques pour faire des diagnostics précoces des gens qui sont identifiés à risque. Ça veut dire que si on remonte à l'échelle d'une population, il faudrait être capable de pouvoir identifier de manière simple des gens qui vont être plus à risque que d'autres de développer un syndrome démentiel. Et c'est là que vous comprenez bien sûr tout l'intérêt d'aller utiliser des syndromes cliniques relativement simples, basés sur une plainte intellectuelle et puis une vitesse de marche un peu plus lente, et de se dire finalement ces gens, et cette stratégie pourrait être d'utiliser ce type de syndrome pour bien repérer les gens les plus à risque et après ces gens les envoyer dans les cliniques mémoire et en fonction de l'expertise qu'on peut faire, aller de plus en plus loin pour avoir une certitude dans un diagnostic étiologique et démarrer le plus tôt possible des thérapeutiques qui ne passent pas nécessairement par des médicaments, mais pour ralentir un processus évolutif de la maladie. Et donc, quand on a dit ça, bien sûr, après on se dit, ben, wow, ce serait quand même intéressant d'essayer de comprendre c'est pourquoi, c'est quoi cette association finalement entre une pathologie motrice qu'on n'attendait pas à ce stade d'une évolution d'une maladie tout à fait précoce, et puis une maladie neurodégénérative telle que par exemple la maladie d'Alzheimer, pour ne pas la citer parce que c'est la principale cause de troubles neurocognitifs majeurs. Et c'est là que rentre en jeu tout l'intérêt qu'on pouvait avoir à aller se dire, bon, on va étudier une zone cérébrale connue de la maladie d'Alzheimer. On dit maladie d'Alzheimer, la première cause de démence neurodégénérative, la première cause de démence en général dans une population vieillissante. La zone clé de la maladie d'Alzheimer, c'est cliniquement la mémoire épisodique, la mémoire à très court terme qui ne marche pas bien. Cette zone de la mémoire épisodique, je le fais de manière caricaturale volontaire, hein, c'est l'hippocampe. Alors regardons l'hippocampe. Est-ce que l'hippocampe est une région clé de la cognition? Oui, ça on le sait, de la mémoire épisodique, mais de la motricité. Aujourd'hui, oui, on le sait. Il y a quelques années, on ne le savait pas. Et quand je dis il y a quelques années, il y a moins de 5 ans, c'était moins évident. C'était toujours sujet de débat. En sachant qu'on considérait la marche comme un système relativement basique, très moteur, très automatisé, qui fonctionnait tout seul de son côté, mais qu'en fait, ce n'est pas vraiment le cas. Et qu'il y a beaucoup d'interférences avec les autres fonctions cognitives. Et que c'est là que ça devient intéressant de comprendre cette association et l'impact que ça peut avoir dans un diagnostic précoce de syndrome démentiel tel que la maladie d'Alzheimer, pour ne pas la citer. Il faut bien comprendre que ce questionnement, il faut remonter en arrière. C'est simplissime de le dire aujourd'hui, c'est très facile de le dire aujourd'hui avec des affirmations. Quand j'étais un jeune fellow, un chef de clinique, comme on dit en France, et j'étais face à mes pairs, et puis je leur disais, mais vous savez, la marche, c'est de la cognition, nos amis les neurologues rigolaient. Sauf mes deux mentors. Ils disent, ah, c'est intéressant ce que tu dis, Olivier. Ça, c'est un truc intéressant. Mais la majorité rigolait en disant, mais il est complètement décalé, ce jeune chef de clinique, on ne comprend pas ce qu'il dit. En fait, on ne comprenait pas ce que je disais parce qu'on considérait la marche comme une activité. La marche, c'est la terminologie pour décrire le mode de locomotion bipédale de l'homme. Donc, on savait que la marche changeait avec l'âge.
On savait que ces changements, c'était des perturbations, des altérations des performances, et on savait que ça pouvait être altéré dans certaines maladies démentielles. Et que tous ces changements, ça conduisait à des désordres, à de la chute. Je dois revenir, entre autres, c'est le sujet âgé. Mais on considérait la marche comme quelque chose de très implicite, de très rythmique, automatique, absolument pas cortical, et très contrôlé au niveau spinal et sous-cortical. Ce qui est vrai. Mais on avait négligé l'impact du contrôle cortical dans une condition standard très simple de marche en ligne droite sans stimuli cognitif. Puis de l'autre côté, on opposait les fonctions cognitives, des fonctions mentales explicites permettant le langage, de résoudre des problèmes, de prendre des décisions extrêmement évoluées, telles que les fonctions exécutives contrôlées par le cortex. N'oubliez pas qu'on était dans le contexte où on comprenait, on analysait les syndromes démentiels, les étiologies, on était au début de quelque chose. On était passé de la terminologie de démence sénile, hein, l'altération cognitive qui atteint les vieux, à la maladie d'Alzheimer, les démences frontotemporales, etc. On était en plein essor, donc c'est vrai qu'on peut comprendre qu'il y avait un intérêt peu important dans tout ce qui était dans le champ de la motricité, dans le champ de la neurologie à l'époque, très clairement. Aujourd'hui, puisque ce genre cognitif a été très bien expertisé, c'est vrai qu'on a beaucoup plus de gens qui s'intéressent à la dimension motrice. Alors, quand on reprend la manière dont on a fonctionné dans ce questionnement, j'ai essayé de le résumer de manière simpliste, de la manière suivante. La première question qu'on s'est posée est: est-ce que la cognition peut influencer la marche? Tout simplement. Et si c'est oui, comment la cognition va influencer la marche? Et quand on pose la question du comment la cognition influence la marche, on va regarder plus des questions qui vont être reliées à la marche. Quelles conditions de marche spécifiques va influencer plus ou pas la marche? Et quels paramètres il fallait regarder? Puis il y a des questions plus dans le champ cognitif, bien sûr. C'est quelles fonctions cognitives qui sont mises en jeu quand on influence, et c'est quelle structure cérébrale. Pour tout ça, au final, arriver à la question, est-ce que des performances de marche ou une anomalie des performances de marche ou des perturbations liées à une fonction, à une mise en condition de double tâche ou à une fonction cognitive particulière vont permettre de prédire une altération intellectuelle, un déclin cognitif, un déclin intellectuel, très clairement. Donc, première question, est-ce que la cognition influence la marche? Et là, ça reste le papier clé dans le champ de la recherche clinique. Publié par Lillemor Ludin Olsson, physiothérapeute suédoise, qui faisait partie d'un groupe de recherche s'intéressant bien sûr à la motricité, qui travaillait en parallèle dans une résidence de type semi-autonome de personnes âgées en Suède, et qui faisait de la réhabilitation. Et puis Lillemor, moi j'ai eu la chance de la rencontrer après plusieurs fois, quelques années après sa publication. C'était pour moi une sorte de dieu vivant en disant « Waouh, là vous avez mis le doigt sur un truc énorme ». Et puis elle décrivait très bien comment les choses étaient arrivées. Donc elle faisait sa réhabilitation, elle allait chercher les gens dans la chambre, elle les emmenait en bas dans une salle de réhabilitation, puis elle se rendait compte de choses, c'est-à-dire c'est bizarre. Elle percevait un truc sans pouvoir le formaliser correctement. Et puis un jour, elle s'est dit, peut-être que c'est quand je discute avec les gens, je sens qu'ils sont un peu plus perturbés, ils sont plus instables, et c'est peut-être eux qui se cassent la figure finalement. Et je vais faire une étude basique, extrêmement simple, une étude de cohorte observationnelle. Je vais quantifier la marche des gens à qui je fais une réhabilitation. Quand je les emmène en salle de réhabilitation, je vais discuter avec eux, parce que je suis un clinicien avant tout, donc je suis dans un rapport humain pour préparer ma réhabilitation. Puis quand je vais discuter avec eux et que les gens s'arrêtent de marcher, je vais les identifier comme des gens qui se sont arrêtés de marcher pour aller à la salle de réhabilitation. Puis il y a un groupe qui ne va pas s'arrêter de marcher. Puis je vais voir avec le temps si ceux qui s'arrêtent de marcher sont peut-être plus à risque de chuter que les autres ou pas, sans clairement avoir eu la capacité de se dire qu'est-ce qui se passe. Et ça, vous allez voir, c'est extrêmement important. Mais elle avait ce feeling de clinicien. Et puis, elle fait une étude donc, de cohorte observationnelle prospective. Elle regarde pendant 6 mois, elle quantifie les chutes et puis elle segmente ces sujets en 2 catégories. En haut, les points, ceux qui ne se sont pas arrêtés de marcher en parlant, puis les carrés,
ceux qui se sont arrêtés. Et puis là, vous voyez, c'est une courbe de survie avec une dissociation majeure, très rapide au bout de 2 mois. Ça ressemble un peu à un effet d'un vaccin génique ARN sur le Covid, concrètement. C'est-à-dire très fort, concrètement. Très grande dissociation. Donc, ceux qui s'arrêtent, c'est ceux qui tombent. Alors là, ça fait vraiment l'effet d'une bombe dans ce champ de recherche en disant « Waouh, mais la marche n'est peut-être pas aussi automatique que ça, parce que parler, c'est de la cognition. Comment est-ce que parler peut influencer la marche ?» Et l'arrêt, c'est une sorte de perturbation ultime de la marche que l'on voit avec nos yeux. Donc là, ça se dit finalement, la marche, ça doit mobiliser des ressources attentionnelles. C'était au sens large du terme. Donc des hauts niveaux, beaucoup plus hauts niveaux que le niveau sous-cortical. Alors, ce qu'on avait oublié de voir dans cette publication, c'est que ces gens qui s'arrêtaient, c'est surtout des gens avec des pathologies neuropsy, des gens dément avec des dépressions concrètement. Et puis, ça semblait être quelque chose de relativement fort, finalement simple. On disait, ouais, il y a peut-être une fonction cognitive à l'intérieur de la marche. Puis, ça peut être très utile parce qu'on peut aller identifier des chuteurs et en faire le test de prédiction de la chute du sujet âgé. On n'y est toujours pas arrivé. Il y a eu un engouement majeur. Il y a eu le tout et son contraire réalisé en recherche dans ce champ-là, et finalement, il n'y a pas de chose qui est sortie très clairement. Une des difficultés de l'île Mort, c'est qu'après cette publication, elle a fait une dépression majeure dans les années qui ont suivi, parce qu'elle voyait arriver des gens comme moi, avec plein d'attentes, en disant « mais vous avez mis le doigt sur un truc énorme ». Le seul problème, c'est que l'île Mort était une physiothérapeute, n'avait pas de background en neuropsychologie, elle était incapable de donner explication poussée de ce qui se passait. Et puis, d'un autre côté, les cliniciens ont repris cette publication, l'ont envisagé dans une clinique sans comprendre le mécanisme d'interaction qu'il y avait derrière. Et là, on a perdu beaucoup de temps pour comprendre pourquoi et comment on pouvait avoir ce type d'interaction entre cognition et puis motricité. Et c'est là où moi, j'ai commencé à travailler en tant que jeune chercheur, parce qu'en même temps, en parallèle, je faisais le master en neuropsychologie, et puis je lisais des publications de neuropsychologie, je tombais sur ça, je faisais la clinique, je dis « waouh ». Et le jour où j'ai lu cette publication, donc c'est qu'on appelle ça, c'est une lettre, hein, c'est très court le papier du Lancet, hein, c'est vraiment un truc de moins de 1000 mots, je suis en clinique, je lis le matin, je tombe sur ça, je dis « waouh, extraordinaire », puis je vois mes patients en clinique, puis je m'amuse à faire parler des gens, à leur faire des petites tâches cognitives en marchant. Et puis, j'ai failli en faire tomber 2. Et j'ai dit, il y a vraiment un truc là qu'il faut comprendre tout de suite. Et comme je faisais ce master en neuropsychologie, je l'ai abordé d'un point de vue neurologique, neuropsychologique, sur le principe de la double tâche, qui avait été décrit très longtemps auparavant, qui est très bien connu. Le principe de la double tâche, c'est que nos capacités, notre cerveau a des capacités limitées. On peut faire beaucoup de choses, mais on a besoin de mélanger nos zones cérébrales pour faire ces choses-là. Donc, si on considère que la marche va recruter des zones corticales, c'est une schématisation, ce que je vous représente là, ce n'est pas la vérité de les zones réellement contrôlées au niveau cortical par la marche. On a des zones que la marche recrute quand vous marchez sans faire de tâches cognitives. Si vous faites une tâche cognitive, ces zones ont des spécificités, puis quand vous faites les deux, il y a des zones de recouvrement. Et si la tâche cognitive vient aller chercher, on va dire, de l'attention, de la fonction cognitive pour réaliser la performance de la tâche cognitive parlée, ça va déstabiliser le processus de contrôle à la marche. Les zones corticales qui étaient mobilisées pour ça vont aller dans autre chose et ça va créer des perturbations. Voilà. Alors, je vais vous le montrer de manière clinique. Alors, je suis obligé de sortir parce que j'ai des petits liens. Donc, je vous montre une patiente. On va faire annuler, je suis désolé. Je vous montre une patiente qui a une maladie d'Alzheimer, qui avait à l'époque, je me souviens, 82-83 ans, stade modéré. Et on l'a fait marcher en ligne droite. Donc, vous voyez, on allait dire, finalement, ce n'est pas si pire, comme on dit ici. Quand on reprend la vidéo, on va la reprendre. C'est pas si pire, mais on voit bien que cette dame âgée, elle est quand même hésitante. Elle a un élargissement du polygone, elle latérodévie un peu, ça marche et sa vitesse est un peu irrégulière. C'est finalement, quand on la voit marcher, c'est beaucoup de personnes âgées marchent comme ça. Elle a une marche un peu talonnante. Okay, si maintenant la même dame, dans la minute qui suit, vous lui demandez de prononcer des noms d'animaux, donc une tâche de fluence verbale, okay, vous allez voir ce qui se passe. Hop, elle s'arrête. Latérodéviation, elle manque de tomber. Très irrégulière, quasiment un arrêt.
Son polygone est beaucoup plus élargi. Elle s'arrête encore une deuxième fois. Encore. Donc, vous voyez le degré de perturbation qu'on arrive à provoquer. C'est une dame avec une maladie d'Alzheimer sous deux conditions différentes. Et il est évident que quand on dit ça, les conditions de la vie tous les jours. Excusez-moi, l'image a été figée. Je n'ai pas vu la dame du tout. Alors, vous voyez mon écran là? Je vois votre écran, je vois la dame, mais l'image est comme figée. Ouais, alors on la refait. Ça, c'est la marche simple. Donc, le pas n'est pas trop mauvais, il est court, il y a un petit élargissement du polygone. Quand on la voit avec des yeux de clinicien, c'est un peu plus irrégulier et une marche talonnante. Mais finalement, ce n'est pas si mal. Maintenant, on refait la même chose avec une dame qui prononce des noms d'animaux. Toc. Allez-y. Elle s'arrête, latérодéviation, manque de tomber. Elle a vraiment du mal à faire la tâche, elle est beaucoup plus irrégulière, le polygone est plus large. Elle va s'arrêter une deuxième fois parce qu'elle ne peut pas combiner les deux tâches en même temps. Et vous voyez, c'est très difficile. Diminution d'à peu près 40% de la vitesse de marche sous cette condition-là. Donc, une perturbation majeure. L'arrêt, c'est quoi? C'est une autoprotection inconsciente de l'individu. Il est tellement instable qu'il est obligé de s'arrêter, sinon il va se casser la figure. On le voit très bien par deux moments, au début, chez cette dame et au milieu de la marche. Les gens s'arrêtent parce que ça devient trop instable, trop irrégulier. Il y a un risque de chute majeure. Donc, c'est un comportement d'autoprotection, concrètement. Et c'est le marqueur d'une instabilité extrême de la marche. Donc, ce qu'il faut comprendre dans ce contexte-là, c'est que oui, la marche, c'est bien quelque chose qui est simple en termes d'exécution. Dans le comportement, c'est un comportement moteur dur. Quand on regarde la dimension propulsion, se déplacer d'un point à un autre, c'est très automatisé parce que c'est très compliqué. C'est d'un point de vue biomécanique, c'est de l'équilibre dynamique, c'est maintenir son centre de masse au-dessus de son centre de gravité, c'est-à-dire entre ses jambes et puis trouver le juste équilibre. Quand on est en statique, c'est facile. Quand on est en dynamique, c'est beaucoup plus compliqué. Et d'un point de vue biomécanique, ce qui semble simple est très compliqué. Puis ça nécessite beaucoup de flexibilité. Il faut beaucoup d'adaptation finalement. Et cette flexibilité, elle se caractérise par finalement un contrôle cortical de cette fonction de la marche. Alors certes, il y a des niveaux sous-corticaux, automatique, noyau de la base, cervelet, mais il y a un contrôle cortical nécessaire sur ce niveau sous-cortical pour après aller vers ce niveau spinal, très clairement. Et ça, ça explique pourquoi des gens avec des pathologies cognitives, donc a priori du cortex le plus souvent, ont des anomalies motrices aussi. Une fois qu'on a dit ça, intéressons-nous à comment est-ce que la cognition va influencer la marche? Et puis surtout, c'est quel type de paramètres? Je ne vais pas faire la condition, ce serait trop long. Quelle condition de marche expose le plus ou perturbe le plus? On va aller directement aux paramètres. Et là, dans le paramètre, on a eu la chance avec le temps de voir arriver la technologie portative qui nous a permis d'accéder à des choses extraordinaires en termes de contrôle de la marche. Vous savez que la marche est très compliquée. Il y a des phases d'appui, de sein, de double appui, de balancement. On décrit des cycles, et blablabla, et blablabla. Ça, c'est la vision biomécanique de la marche, analyse spatio-temporelle d'une marche, où on va mesurer des paramètres moyens, la valeur moyenne d'une longueur du pas, de deux pas, d'un cycle de marche, d'un élargissement du polygone de sustentation, etc. Le fait d'avoir eu accès, grâce à la technologie, à des analyses spatio-temporelles extrêmement faciles, on a pu accéder à la quantification simple de la variabilité du pas avec le temps. Et pourquoi c'était important? Parce qu'on savait que la marche était, quand on parle de propulsion, dans une condition très standardisée, très simple, qui est marche lancée en ligne droite, on sait que normalement, on ne doit pas être variable. On est lancé, quoi. On est sur une voiture sur une autoroute à vitesse constante, on a mis le régulateur de vitesse et c'est bon. On ne doit pas être variable. Variabilité, en théorie, dit 0. C'était l'hypothèse de départ. Mais mesurer cette variabilité, c'était compliqué. Or, les systèmes d'analyse qu'on a aujourd'hui permettent de mesurer cette variabilité, soit en termes de
mesure d'une déviation standard, mais d'un paramètre plus intéressant qui est un coefficient de variation. Donc, une déviation standard divisée par une moyenne multipliée par 100. Ça, c'est très intéressant. Et puis, on a vu que ça nous permettait d'accéder à une variabilité d'un pas à l'autre. Or, si la marche est automatisée, on doit avoir peu de variabilité en théorie. Et ça pourrait être, et c'est un biomarqueur très important du contrôle cortical de la marche, cette variabilité. Comme je vous l'ai dit, avant, on avait les yeux du clinicien. C'est toujours pertinent, les yeux du clinicien, au sens où je ne vais pas demander, moi, aujourd'hui, une analyse spatio-temporelle de la marche automatique. Je vais demander une analyse spatio-temporelle quand je vais dire, oui, il y a quelque chose où on va tirer un intérêt d'avoir une analyse spatio-temporelle. Je ne suis pas à la course à la technologie, à la surinformation. Je vais utiliser mon bon sens de clinicien pour aller mieux comprendre ce qui se passe grâce à un outil qui est mis à ma disposition. Je suis proactif sur la technologie, je ne suis pas absorbé par la technologie. Donc, les yeux du clinicien, c'est important, mais ce n'est pas suffisant. Quand j'ai commencé à faire l'analyse de la marche, on avait les analyses de la marche en laboratoire, et notamment, il y avait le système Vicomte, des caméras de partout, un patient, des ingénieurs, une matinée pour avoir une analyse de la marche. Alors là, très clairement, on n'était pas du tout dans la clinique. On était dans la recherche. Très compliqué, beaucoup d'informations. Peut-être trop d'informations parce qu'on perdait un peu notre latin et on se perdait dans des conjonctures, dans des choses où on ne comprenait rien parce qu'on n'avait pas compris ce qui était important dans tout ce qu'on quantifiait. Et aujourd'hui, on a des systèmes, des tapis de marche électroniques qui sont des papiers buvards électroniques. On a commencé avec le GateTrack, on est aujourd'hui avec le Zeno, qui sont le même principe, qui permettent d'obtenir de manière simple, extrêmement rapide et objective une quantification spatio-temporelle des paramètres de la marche à un très faible coût. Ce qu'on pouvait faire avant, il y a plus de 20 ans maintenant, en une matinée pour un patient, aujourd'hui, on peut le faire en 1 minute, concrètement. Avec le rapport qui sort automatiquement, puis vous regardez quelques paramètres et vous dites, hop, vous avez ça comme pathologie. Et ça marche souvent, hein, sans jeu de mots. C'est-à-dire que grâce à ces paramètres, un bon clinicien qui sait ce qu'il va rechercher par rapport à ce qu'il a vu cliniquement peut dire, vous avez un problème de hanche, vous avez un problème de cheville, il y a manifestement quelque chose au niveau cognitif qui fait que ça ne va pas bien. On peut aller jusqu'à ce niveau de détail aujourd'hui. Alors, par contre, quand on s'intéresse à la variabilité, je ne sais pas combien de temps il me reste parce que je suis un grand bavard et je vois 12h37. Je dois aller jusqu'à quand? D'habitude, on laisse 15 minutes pour les 15 minutes, donc je vais devoir un peu accélérer, mais là, je vais rester un peu parce que ça, pour moi, cette publication qu'on a faite, c'est une publication clé de notre équipe de recherche. Parce qu'au début, quand on s'intéressait à la variabilité, tout le monde disait marche anormale, forte variabilité. On a dit, wow, c'était pas si simple, les gars. C'était pas si simple parce qu'il faut regarder la typologie des paramètres de marche. Au sens où il y a des paramètres de marche qui vont refléter la dimension propulsion dans la marche, cette espèce de rythme régulier de pas à pas, le fait de se déplacer d'un point A et d'un point B. Puis il y a des paramètres qui vont refléter, bien sûr, la capacité à rester en équilibre lorsque je suis dans ce mouvement dynamique de marche. Et donc, quand on s'est amusé à quantifier la variabilité des principaux paramètres de marche, temporels et spatiaux, c'est des sujets jeunes et sujets âgés. Les gris, c'est les vieux, les jeunes, c'est les blancs. Sous forme de cette représentation graphique en bot plot, on voit très bien que le temps de marche et la longueur du pas, ce sont les deux critères qui sont les plus faibles en termes de variabilité. Donc là, on est bien dans de la propulsion. Et puis, quand c'est très automatisé, c'est très bas en termes de variabilité. On peut aller à 0%, c'est des sujets jeunes. Maximum, c'est 3-4%, c'est des sujets âgés. Il n'y a pas de différence significative entre jeunes et vieux. Puis après, on a un groupe intermédiaire de temps de swing et d'équilibre en appui unibipodal. Puis après, on a l'écartement des pieds. Puis on voit bien qu'entre un strike time, un temps du cycle de marche, qui est le plus faible en termes de variabilité, et puis un écartement des pieds, ben, il y a une variabilité très, très grande et très différente. Mais il faut être variable en écartement des pieds si on veut rester en équilibre. Amusez-vous à rester dans le métro debout sans bouger. En arrêtant vos oscillations, vous ne tenez pas 30 secondes, vous vous cassez la figure. Il faut anticiper les mouvements, il faut faire du body sway pour pouvoir rester en équilibre dans le métro si vous ne tenez pas au bar. Hein. Par contre, si vous êtes variable sur un paramètre qui reflète votre propulsion, là, ce n'est pas très bon. Donc attention, il y a variabilité, variabilité. Ben, pour faire comprendre ça aux biomécaniciens, ça a été relativement compliqué.
Après, on s'est dit, ben, est-ce que cette variabilité du pas, c'est vraiment le marqueur important pour quand on va s'intéresser à des gens qui ont des troubles cognitifs avant d'être déments. Donc, on a quantifié ça avec une vitesse de marche, on a comparé des pommes, des poires et des oranges en disant c'est des fruits, avec une stratégie statistique de l'effet de size, et puis on a vu, OK, c'est bingo, c'est bien la variabilité du temps du cycle de marche qui est directement reliée à une perturbation précoce des fonctions cognitives que la mémoire épisodique et les fonctions exécutives, ça tombe bien si on s'intéresse à la maladie d'Alzheimer. Après, on a fait des méta-analyses sur comment sont ces paramètres chez des gens qui ont des troubles neurocognitifs mineurs, des MCI, quelle que soit la catégorie des MCI. Et dans les publications qui étaient faites à l'époque, bingo, un MCI avait une variabilité du temps du cycle de marche plus élevée que quelqu'un qui n'avait pas de MCI. On a refait la même chose avec des gens qui étaient déments dans les publications. Et là, bingo, ceux qui avaient une démence avaient une variabilité du temps du cycle de marche plus élevée que ceux qui n'avaient pas de démence. Puis quand on poule tout, évidemment, on retrouve avec quelqu'un qui a une altération cognitive de niveau démentiel ou pas démentiel, a une variabilité du temps du cycle de marche plus élevée. Donc, le temps du cycle de marche, ça semble être le bon paramètre. Ce temps est perturbé quand on a un déclin cognitif, quelle qu'en soit sa sévérité, et c'est une augmentation de la variabilité, donc une irrégularité du pas. C'est pour ça que quand on reprend la vidéo que je vous ai montrée, le summum de l'irrégularité, c'est s'arrêter, concrètement. Après, c'est quelle structure cérébrale est en jeu? Alors là, je vais aller vite. Bon, alors, l'imagerie fonctionnelle cérébrale, s'imaginer marcher dans une IRM, a très clairement changé la donne complètement de ce champ de recherche, en montrant des zones corticales qui s'activaient quand des gens marchaient, que quand c'est des sujets âgés, il y a plus de zones qui vont s'activer et en même temps, il y a moins de zones où il va y avoir des désactivations et que cette augmentation, diminution de l'activité cérébrale est reliée probablement à des mécanismes de compensation sensorimoteur. C'est tel qu'on le décrit dans la littérature. Là, je suis désolé, je suis obligé d'aller vite parce que j'ai parlé beaucoup au début. Donc, au final, quand on a dit ça, parfait. Ça devient intéressant de se dire, allons regarder s'il y a une association particulière avec l'hippocampe, zone par excellence atteinte dans la maladie d'Alzheimer, et puis la variabilité du temps du cycle de marche. Quand on regardait les quelques études publiées, il y avait beaucoup de divergences, des études négatives, des études qui ne montraient pas de lien, pas d'études montrant un lien positif. Et on s'est dit, c'est probablement parce que les populations étudiées sont très hétérogènes, et puis on n'a pas regardé le bon paramètre de marche. Donc, on s'est amusé à aller étudier des gens qui avaient des troubles cognitifs précoces, des gens qui étaient sains et qui avaient une IRM cérébrale, en mesurant leur variabilité du temps du cycle de marche, avec une hypothèse extrêmement simple qui est de se dire, plus l'hippocampe est gros, moins je vais avoir d'altération cognitive et moins je vais être variable. Mais quand mon hippocampe va diminuer de volume avec le temps, et donc avec le temps qui est représenté par une catégorisation de la maladie démentielle normale, trouble neurocognitif mineur, trouble neurocognitif majeur, eh ben, je vais avoir une diminution progressive avec le temps linéaire qui va faire que petit hippocampe, forte variabilité. Raisonnement de clinicien de base. Il faut toujours avoir un raisonnement de clinicien de base, une hypothèse. Et voilà ce qui va se passer. Alors, dans ce cas-là, comme on ne peut pas avoir de données d'études de cohorte observationnelles, on va aller segmenter dans le temps des analyses et regarder cette association entre volume de l'hippocampe et niveau de variabilité chez des gens avec des MCI, c'est des gens qui sont cognitivement considérés comme ça. Donc, on fait une étude dont l'objectif est d'étudier cette association. C'est des gens qui sont sains, c'est des gens qui ont des MCI, en mélangeant les MCI amnésiques et non amnésiques. Ces gens sont vus en consultation mémoire, ils sont plutôt en très bonne santé parce qu'on ne veut pas avoir de covariables qui viennent influencer la marche, évidemment. C'est-à-dire que même s'ils sont âgés, ils n'ont pas d'autres pathologies qu'une plainte cognitive. Quand on les voit, ils sont normaux, classés ou classés MCI. Ils ont une IRM aussitôt derrière. Et puis, on prend en considération leur âge, leur sexe, leur niveau culturel, leur nom de médicament, blablabla, et blablabla, toutes les autres covariables. Et puis, on regarde ce qui se passe. Alors, quand on regarde notre population, on n'en avait que 90 à l'époque, mais à l'époque, c'était beaucoup. Quand on faisait de l'IRM, et c'était une IRM un Tesla, 1.5, eh bien, on se retrouve avec 47 sujets normaux, 43 MCI. Coup de bol, évidemment, les MCI ont un score MMS un peu plus faible que les gens qui ne sont pas MCI. Les MCI ont un volume de lycoplante absolu et voire relatif en fonction des calculs des volumes cérébraux qui est plus petit que les gens qui sont normaux. Bah, là encore, tout va bien.
et puis on regarde, on compare le niveau de variabilité des MCI et des gens CHI, et là, on dit, bah, OK, les MCI ont une variabilité plus grande que les sujets normaux. Là, on se dit, ouais, super, notre hypothèse semble se confirmer. On était comme des pouces sur une carpette, très excités, en disant, c'est génial, l'hypothèse est confirmée. Puis quand on s'est amusé à faire de la régression linéaire pour faire ce lien entre le volume de l'hippocampe et cette variabilité ajustée sur tous les autres paramètres, bah là, on a été fortement déstabilisé. C'est-à-dire qu'on n'a pas trouvé de lien significatif avec les gens, la variabilité et le statut MCI des gens, mais par contre, on a trouvé un lien significatif avec les gens qui étaient normaux et pas celui qu'on attendait. C'est-à-dire que un volume de l'hippocampe plus important était associé de manière positive avec une plus grande variabilité chez les gens normaux, pas les MCI. Donc, exactement l'inverse de l'association qu'on pouvait attendre chez les MCI. On les avait chez les sujets normaux. On dit, waouh! Là, je ne vous cache pas qu'on est très perturbé quand on voit ce résultat. On dit, on s'est planté. On refait 2-3 fois les analyses, on vérifie tous les dossiers. Et à chaque fois, on retombe sur le même résultat. Je vous donne un exemple morphologique basique. En haut, vous avez des gens normaux. Donc, faible variabilité, volume de l'hippocampe dit normal. OK? En bas, vous avez un sujet avec un MCI, donc un petit hippocampe, on voit bien la différence sur cette image entre les deux, et une variabilité élevée. Puis entre deux, ben, on a des gens qui sont considérés comme normaux, mais qui ont une forte variabilité, puis un plus gros volume de l'hippocampe. Wow, qu'est-ce que c'est que ce truc? Donc on se dit, OK, on a une association qui n'était pas celle qu'on pensait avoir au début. Et on la vérifie 2 fois, encore une fois plus, dans les dossiers pour être sûr qu'on ne s'est pas trompé. Par contre, on se dit, restons calmes, parce que c'est toujours très affectif quand on fait de la recherche. On dit, waouh, qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, ça montre bien que l'hippocampe intervient dans le contrôle de la marche quoi qu'il arrive. Même si ce n'est pas l'association qu'on avait, l'hippocampe, il y a un lien entre hippocampe et variabilité du pas. Donc, ça confirme cette association. L'hippocampe intervient, il y a bien une association. Mais ce n'est pas l'association qu'on attendait. Et probablement qu'on a loupé quelque chose. Parce que l'augmentation de volume d'une zone cérébrale dans une condition particulière, ça fait supposer mécanisme de compensation. À l'époque, antérieurement, il y avait eu cette publication qui avait été faite chez les chauffeurs londoniens qui n'utilisaient pas les GPS et de taxi et qui avaient des zones du cortex pariétal plus développées. Notamment, je pense aussi à des jongleurs, des gens qui ont des capacités particulières et donc c'est relié à des volumes plus importants dans certaines zones cérébrales. On se dit, bah, s'il y a une augmentation, c'est des gens qui sont normaux, c'est qu'il y a un mécanisme de compensation qui doit être là derrière. Et que finalement, on a loupé un truc. Ce n'est bien sûr pas une relation linéaire, c'est certainement une association non linéaire. Et en fait, on a à un moment une sorte d'augmentation de l'hippocampe qui est reliée à cette augmentation de la variabilité. On dit, wow, mais pourquoi on a fait cette erreur finalement? Je dois aller encore un peu plus vite. C'est parce qu'on a loupé un truc, comme bien souvent dans la population et sa catégorisation. C'est-à-dire qu'on a oublié de dire que quand on a classé les gens, il y a des gens qui avaient une plainte cognitive. Et entre-temps, en parallèle, quand on a fait ces études, on avait très peu d'informations sur ces gens ou de publications sur ces subjective cognitive impairment concrètement. Et c'est en fait, c'est ces gens-là que l'on avait probablement, d'accord, capté avec cette augmentation de volume et cette augmentation de variabilité. C'est des gens qui n'avaient pas de performance objective, mais qui se plaignaient de quelque chose. On était à un stade très, très, très précoce, on va dire, d'une probable maladie d'Alzheimer, c'est ces gens-là. Hypothèse. Alors, ce qui alimentait cette réflexion, c'était quand on regardait les études qui avaient été faites, notamment sur ça, on voyait très bien que des gens qui avaient des MCI avaient une plus forte activité cérébrale dans l'hippocampe que les gens qui n'étaient pas MCI, suggérant encore ce mécanisme de compensation. Que cette augmentation d'activité dans les hippocampes avait été reliée à des diminutions de volume et à des diminutions des performances cognitives. Donc, on s'est dit, on pourrait éventuellement émettre l'hypothèse que et on sait aujourd'hui que ce n'est pas l'hippocampe qui est la première zone touchée dans la maladie d'Alzheimer, il y a d'autres zones éventuellement, et que l'altération du volume de l'activation dans ces zones cérébrales qui entraîne une diminution de la cognition va retentir sur un hippocampe. Au début, ce retentissement, ça va être une augmentation de l'activation, une augmentation du volume et puis une cognition qu'on mesure normale. Puis après, on va avoir une augmentation d'activation, une diminution du volume, une diminution de la cognition, ce qui est décrit dans la littérature aujourd'hui dans des méta-analyses. Puis après, arrivé au stade de démence, c'est des diminutions de partout. Un processus évolutif éventuel. C'est juste une hypothèse pour l'instant. Et quand on regardait ce qui se passait, c'est effectivement
des sujets qui avaient des syndromes subjectifs ou des plaintes subjectives de la mémoire avaient bien des zones d'atrophie cérébrale dans d'autres zones du cerveau que l'hippocampe avant de faire des atrophies dans l'hippocampe, d'accord? Notamment l'amygdale, le cortex entorhinal, le cortex fusiforme, etc. Donc, l'hypothèse se tenait. Et quelques années après, finalement, on s'est amusé à refaire la même étude, mais cette fois-ci, en regardant ce qui se passait, c'est les sujets avec ces troubles subjectifs de la mémoire, en quantifiant ces troubles subjectifs de la mémoire, et on s'était aperçu qu'il y avait plus de variabilité chez ces sujets qui étaient reliés à une plus forte augmentation de volume comparé au sujet sain qui confirmait ce qu'on avait pensé, je suis désolé, là je vais vite, ce qu'on avait pensé dans la première étude. Bien sûr, aujourd'hui, le seul moyen de valider ça, parce qu'on est sur des études transversales à un moment donné, ce serait d'utiliser des données de cohorte observationnelle, longitudinale avec le temps, pour voir si des gens tels qu'on les a classés aujourd'hui, avec ce type d'anomalie, existent bien quand on suit l'évolution naturelle d'une maladie. Chose qu'on n'a pas faite parce que ça demande de tout autre moyen, concrètement. Voilà. Alors, en termes de message, ce serait quoi de se dire, finalement, oui, le trouble cognitif, à son début d'un processus démentiel, est associé définitivement à une perturbation de la marche. Ça peut être un biomarqueur, un bon marqueur en termes de sensibilité spécificité, et qui est probablement, si on a l'accès à une variabilité du pas, très clairement, et du temps du cycle de marche. Et puis, c'est relié directement à l'hippocampe, qui est une zone cérébrale centrale dans le contrôle de la marche, qui intervient finalement dans la navigation. Une mauvaise anomalie, une anomalie de l'hippocampe, une atrophie est reliée à une plus grande variabilité. L'association, donc on pensait simple, est beaucoup plus complexe qu'on ne le pense, mais cette association renforce notre impression de clinicien que quand on va s'amuser avec une plainte subjective et une vitesse de marche diminuée, quand on va s'amuser avec des tâches cognitives en marchant, on va pouvoir détecter des gens qui sont plus à risque de faire des démences et permettre de les envoyer dans les bons endroits, dans les cliniques mémoire, pour aller plus loin dans les expertises. Voilà. Merci. Merci beaucoup pour cette merveilleuse présentation. En fait, ce sont aussi des résultats qui ont été reçus par d'autres laboratoires, donc probablement l'hypothèse est correcte. Donc maintenant, on va prendre des questions, s'il vous plaît. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez lever la main ou vous pouvez activer le micro. Okay. J'aurais une question. Oui, s'il vous plaît. Quand il y a été mention, en fait, du lien entre la variabilité de la démarche puis le déclin cognitif, j'ai moins bien compris si le lien était plus dans le sens où la variabilité de la démarche expliquerait le déclin cognitif ou si ce serait le déclin cognitif qui expliquerait la variabilité de la marche. Ah, ça, c'est une bonne question. Les deux, mon capitaine, finalement. Je pense que les deux peuvent être dissociés. C'est-à-dire, peut-être que le premier signe de quelqu'un qui présente une maladie démentielle, d'accord, un processus cognitif, tel qu'on l'entend, c'est peut-être un signe moteur qui n'est pas lié du tout à une pathologie ou l'expression clinique de quelque chose qui est d'ordre cognitif. Mais la zone cérébrale qui est touchée en premier affecte surtout la motricité et pas la cognition finalement. C'est le premier marqueur, d'accord? Donc, il faut plus le voir dans ce sens-là qu'une relation. Est-ce que c'est la cognition qui vient perturber la marche ou est-ce que c'est la marche qui perturbe la cognition? C'est le processus neurodégénératif qui vient altérer qui s'exprime différemment. Mais après, ça devient compliqué parce que les deux interfèrent. C'est-à-dire que le processus cognitif altéré, si je pense aux fonctions exécutives, va venir perturber votre capacité de contrôle de la marche, d'accord? Donc, avec le temps, la nature de l'association va changer. Mais aujourd'hui, on pense que le premier signe d'un syndrome d'une démence, d'une maladie d'Alzheimer, on va le dire comme ça, c'est probablement un trouble moteur, locomoteur, avant d'avoir un trouble cognitif que l'on peut mesurer. Je dis ça, mais avec la variabilité du pas, on est dans la technologie simple. Mais après, est-ce que si on s'amusait à faire des tâches de réaction, de double tâche très spécifiques, on détecterait
on pourrait détecter quelque chose chez ces gens-là, peut-être, d'accord? Mais aujourd'hui, de manière simple, je le verrai comme ça. Le premier signe, et je ne suis pas objectif quand je dis ça, je suis ce que j'appelle un motorologue, hein, c'est certainement un trouble moteur. Et puis après, avec le temps, il y a une interférence entre les deux. La cognition vient interférer en plus la marche, en plus du processus, on va dire, neurodégénératif, si on prend l'exemple de la maladie d'Alzheimer. Merci beaucoup. Donc, probablement, Dr. Duquette, vous avez une question? OK. Voilà. Bonjour, vous m'entendez? Oui, c'est bon, Pierre. Oui, bonjour Olivier, merci pour cette présentation. Je vais démarrer avec une très courte anecdote de mon premier article où on a tenté de faire le lien entre la cognition et la perception de la douleur ou les problèmes de dysrégulation de la douleur. Puis on était dans un paradigme semblable au vôtre avec une approche transversale. Et on a été très, très sévèrement rejeté par les périodiques scientifiques. Non, en fait, pour être honnête, on a eu un débat avec les évaluateurs, les reviewers de notre article, dont un nous disait, si vous aviez pris n'importe quelle caractéristique associée au vieillissement, vous auriez trouvé les mêmes associations. Là, évidemment, je caricature un peu la chose, mais vous l'avez souligné, vos études sont transversales, mais néanmoins, vous suggérez un lien fort, une association forte, voire causale, entre la structure de l'hippocampe et la marche. Avez-vous une hypothèse plus spécifique sur le mécanisme en jeu? Donc, quelle est la contribution de l'hippocampe dans la régulation de la marche, sur le plan des circuits neurologiques? J'ai du mal à voir comment vous faire cette association-là. À mon avis, parce que l'hippocampe serait une zone centrale pour la dimension navigation, et ce serait une zone de convergence où plein de fonctions cognitives, il y a un nœud d'articulation dans le contrôle de la marche. Certainement qu'on est à ce niveau-là. Et c'est pour ça qu'on se retrouve dans cette perturbation dans une condition extrêmement simple, parce que c'est un nœud d'articulation. J'ai des résultats qu'on a obtenus avec Maxime Montambeau et de l'équipe de Simona, là, toujours sur la même grande cohorte, où on a eu aussi des résultats assez paradoxaux qui vont dans ce sens-là, mais c'est un peu l'hypothèse qu'on pourrait avoir. Alors, je vais faire deux remarques. La première sur ce que vient de dire Pierre pour tout le monde. Quand vous êtes un peu un électron libre du champ de recherche dans lequel vous êtes et vous avancez des choses un peu bizarres, les gens ils vous regardent de travers. Pour publier, c'est extrêmement compliqué parce que vous avez une pensée différente des autres. Alors, il y a un truc, oui, pensez différemment, d'accord? Soyez ce qu'un grand philosophe français, Bernard Stiegler, dit des bifurqueurs, ok? Vous n'êtes pas des calculateurs. J'ai une autre théorie entre chercheurs, trouveurs et solutionnaires où il y a des calculateurs, des gens qui sont censés mécaniques, puis il y a des bifurqueurs. Un bon chercheur est un bifurqueur, il pense autrement. Mais attention, danger, vous vivez dans un système. Donc, essayez d'avoir la capacité de rester connecté avec votre système en défendant de temps en temps des idées un peu nouvelles, parce que c'est très compliqué. Parce que si vous êtes reconnu un peu, vous allez avoir de la crédibilité et vous allez pouvoir défendre des idées différentes. Mais ça, c'est très compliqué. Au début, c'était extrêmement difficile de faire les premières publications. Et les plus grandes publications du domaine, elles viennent d'un auteur qui s'appelle Eberbach, qui sont faits dans des revues qui ne sont même pas indexées dans PubMed, et des trucs mais géniaux concrètement, qui ne sont jamais passés dans les grandes revues. Ça, c'était mon commentaire. J'ai oublié le deuxième, mais ce n'est pas grave. Mais peut-être plus concrètement, parce que vous avez évoqué la possibilité de regarder évidemment de façon longitudinale, puis là, on peut faire des analyses temporelles qui permettent de voir quel est l'élément qui est précurseur de l'apparition des symptômes. Est-ce qu'il y aurait d'autres moyens? Puis là, je pose la question naïvement, je n'ai pas d'arrière-pensée. Est-ce qu'il y aurait des moyens plus opérationnels de tester la causalité donc du rôle de l'hippocampe? Des modèles animaux. On s'est lancé un peu dans des modèles animaux. C'était dans une ancienne vie en France avec des Lyonnais, dans l'école vétérinaire de Lyon, où ils analysaient avec le même système d'analyse de la marche les chiens, en fait. Et en fait, on s'est amusé à savoir si le mode de bipédie de locomotion humaine, on pouvait le caler sur un mode quadripédie, en fait. Puis en fait, on s'est amusé à décortiquer artificiellement le chien. Pour les protecteurs d'animaux, on n'a pas découpé les chiens en morceaux, on a découpé leur marche en faisant des bipèdes antérieurs, postérieurs, croisés. Et finalement, on a vu exactement le même comportement chez l'homme et chez l'animal, le chien,
le chien avait une variabilité plus élevée que l'homme au départ, mais avec les mêmes évolutions avec le temps. Et là, on s'était dit, bah, là, on pourrait s'amuser à tester des relations de causalité chez l'animal parce que c'est plus simple. Il y a même maintenant des possibilités, on fait ça avec la Western University en Ontario, avec des souris qui ont des profils de maladie d'Alzheimer pour lesquels on analyse la marche des souris. Toujours pareil avec des papiers buvards électroniques. Donc, on peut arriver à ça grâce à l'animal. Mais c'est des modèles animaux, très clairement. Et puis, voilà, j'ai retrouvé mon autre commentaire, je voulais dire, c'est que, oui, des IRM, 1.5 Tesla, on dit, bon, il est un peu has-been, hein, ce chercheur. N'oubliez jamais un truc, c'est qu'avant de constituer une grosse base de données avec beaucoup d'IRM, ben, quand vous écrivez votre protocole, vous êtes en avance. Quand vous faites votre protocole, vous êtes dedans, mais vous ne faites pas les analyses. Une fois que vous avez votre base de données, vous êtes has-been. Ça, c'est extrêmement compliqué, cette temporalité de la science. Le fait que la science va très, très vite par la vitesse de communication de l'information, bah, il nous faut du temps pour faire de la science. Et pour faire une étude de cohorte observationnelle, si vous voulez avoir les choses bien, c'est de type Framingham, quand on fait des trucs 20 ans avant. Mais 20 ans avant, on n'a pas la technologie. Puis quand vous arrivez avec vos publications avec ça, on dit « Wow, les gars, vous êtes dépassés, ça ne marche plus ». Alors, c'est là où j'interviens et la pertinence du CRUIGEM et de l'équipe de Simona, c'est qu'on a utilisé des stratégies d'analyse fonctionnelle avec des liens des réseaux concrètement qu'on a appliqué à de la morphologie. Et là, on a rajeuni notre base de données. On a une autre question. Professeur Brouette, vous avez une question? Oui, merci beaucoup pour cette belle présentation. Donc, j'avais une petite question sur comment vous réussissez à concilier les deux, là, les problèmes de marche que vous voyez avec un hippocampe plus gros puis plus d'activité au niveau de l'hippocampe qui est associé aux problèmes de cognition qui sont vus en début de maladie d'Alzheimer? Alors, cliniquement, il ne va pas y avoir d'impact de prise en charge particulière. Ce qu'on pressent, c'est que c'est un mécanisme de compensation. C'est le marqueur précoce d'un stade précoce de la maladie, concrètement. Après, si je comprends bien votre question, comment l'utiliser, ça, en clinique? Non, comment une augmentation d'un volume plus gros d'hippocampe pourrait en causer des déficits de marche? Parce que c'est pas efficace. C'est du mouvement brownien. Oui, on réagit par une augmentation, mais on n'est pas dans l'efficacité. C'est pas organisé, c'est pas structuré, c'est pas connecté avec le reste du cerveau. Si on pense à un cerveau modulaire, cette zone va s'activer pour essayer de compenser, mais elle le fait toute seule, puis elle est face à un processus neurodégénératif. Elle reçoit une information, comme je l'ai montré sur mon petit schéma, d'une autre zone cérébrale qui est déjà altérée. Donc, elle est déconnectée de ce système modulaire et elle essaye de grossir pour compenser, mais elle n'y arrive pas. Alors là, peut-être que des stratégies de réhabilitation pour essayer d'utiliser ces phénomènes compensatoires morphologiques qui semblent inefficaces en termes de qualité. Hein. Avoir un gros muscle, c'est bien, mais savoir le contrôler, c'est mieux. Hein. C'est pareil. Avoir un gros hippocampe, ok, c'est bon, mais si vous ne savez pas le contrôler, ça ne sert à rien. C'est un peu ça l'idée. D'accord, merci beaucoup. Et la dernière question, donc une question de M. Patrick Berrien. Le tapis d'analyse de la marche est disponible pour le travail clinique ou si c'est seulement pour la recherche? Alors là, il faut dire un grand merci à Mylène Aubertin parce qu'on l'a à l'IUGM depuis la fin d'année, à la clinique externe de gériatrie. Il y a un zéno, il y a ce tapis, il y a tout. Donc aujourd'hui, c'est accessible. Après, il faut voir avec Mylène comment ce sera accessible. Mais pour les cliniciens, on va avoir l'accès à ça. D'accord? Et ça, c'est vraiment une révolution. C'est un plus énorme pour faire de la clinique et de la bonne recherche clinique. D'accord, merci beaucoup. Il y a encore des questions? Bon, donc, Dr. Bochet, merci beaucoup pour cette merveilleuse présentation et vraiment pour les résultats très intéressants. Vraiment des résultats qui ont été soutenus par d'autres laboratoires ici au CRUGM, certains d'entre ces résultats-là. Donc, merci beaucoup. Et... Merci à vous, ça m'a fait un grand plaisir de le faire. Désolé d'avoir été rapide à la fin parce que je m'emporte facilement. Mais, dernier petit message, il faut de la passion quand on fait de la recherche. Bien sûr. Bon, merci beaucoup tout le monde. Au revoir. Au revoir.